Je vous remercie pour avoir quitté le très très beau soleil de ce printemps prématuré à Marseille. Mais vous avez vraiment bien choisi parce que c'est un immense privilège d'avoir Sandy Hilal parmi nous. J'ai appris aussi d'elle ce matin que Decolonizing Architecture et Sandy n'ont jamais exposé en France ou pris la parole en France. Donc aussi une très belle première dans notre programme. La conversation va avoir lieu en anglais. Donc il y a les casques. Je vous prie d'accueillir Sandy Hilal avec moi. Sandy, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et d'avoir cette conversation avec vous. Puisque Decolonizing Architecture n'est pas une organisation que nos spectateurs connaissent, en tout cas en France et à Marseille, peut-être que nous pourrions commencer par une présentation de votre groupe. Le collectif s'appelle la résidence artistique Décoloniser l'architecture d'art. C'est beaucoup de grands mots. Il est rare que les termes de décolonisation et d'architecture soient mentionnés ensemble, ou de décolonisation et d'art soient mentionnés ensemble, et associés en plus à une résidence. C'est encore plus inhabituel. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, brièvement, comment tout ça a commencé et comment vous avez choisi ces mots et ce que ces mots nous disent sur la pratique de votre collectif. Demander à quelqu'un d'expliquer sa vie en bref, c'est toujours un peu difficile, mais je vais faire de mon mieux. Je suis palestinienne et mon partenaire avec qui j'ai monté d'art est italien et le troisième partenaire est israélien. Mais dans un certain sens, nous trois, nous avons en commun le fait que nous faisons partie, nous sommes tous les trois architectes, et nous passons, avant de faire nos thèses d'architecte, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la notion de pouvoir, de ce qu'elle signifie, en étudiant par exemple les checkpoints, la manière dont le pouvoir fonctionne dans un lieu comme la Palestine, réfléchi à toute la structure coloniale, et en un certain sens, quand nous sommes installés en Palestine, nous nous sommes demandé comment est-ce que nous faisons pour vivre en Palestine et ne pas juste être obsédés par cette description du pouvoir. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour nous de trouver des manières de vivre que nous pourrions créer comme la nôtre, au lieu d'être tout le temps plutôt en train d'attendre une guerre après l'autre et de décrire ce qui se passe dans ces guerres. Donc c'était une décision un peu difficile pour nous de nous installer en Palestine. Et nous sommes installés là-bas quand notre première fille est née. Donc nous avons décidé de nous installer là-bas et d'y vivre. Donc je voudrais commencer d'abord avec l'idée de résidence, puisque nous avons parlé des 4 termes. Et Rachel a indiqué à juste titre que c'est des grands mots. Donc, je voudrais vous expliquer en commençant par le dernier mot, le mot de résidence. Donc, nous avons décidé d'habiter à Beit Sahour. Beit Sahour, c'est une ville dans la région de Bethléem. Et c'est un endroit où on se sentait complètement isolé, de plein de manières différentes. Il n'y avait aucune vie intellectuelle dans la région, pas assez de gens avec qui on pouvait discuter et parler de notre vie. On a tous besoin de contact. Et donc, nous avons décidé, à partir de notre propre maison, de créer un lieu où il serait possible de discuter les choses qui se passaient autour de nous. Donc, immédiatement, nous avons transformé notre salon en un lieu de discussion intellectuelle autour de mots comme la décolonisation, l'art et l'architecture. Donc, nous nous sommes dit que peut-être la première couche pour nous permettre de dépasser cette idée de l'occupation, c'était comment créer une nouvelle manière de vivre sous l'occupation, complètement nouvelle. Et bien sûr, tout ça nous a conduit à une autre
couche, une autre épaisseur, qui était de quelle forme d'occupation parlons-nous, quelle est la forme de lutte que nous voulons mener. Il s'agissait beaucoup d'un combat lié à la décolonisation. Nous, on était toujours, en tant qu'équipe, nous étions un peu en décalage, puisque pourquoi est-ce qu'une Palestinienne et un Italien auraient envie de s'associer? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient vivre dans un endroit comme Betsaour? Et pourquoi est-ce que des gens comme nous se confronteraient à l'occupation? Et nous avions en commun ce désir de décolonisation, même si on venait de deux lieux très différents. Les Italiens, évidemment, ont une histoire de colonisation qui a été complètement internalisée et élaborée. Donc mon partenaire vient d'une histoire coloniale et il avait l'impression que la Palestine l'aiderait à, d'une certaine manière, décoloniser son esprit. Pour moi, c'était très important de réfléchir aux moyens dont je pourrais élaborer cette notion de décolonisation et d'occupation. Et donc, en nous associant, nous avions des points de vue très, très différents et des perspectives très différentes, mais qui nous aidaient finalement à mieux comprendre l'art et l'architecture en Palestine d'une manière complètement différente. Et donc, le mot décolonisation vient d'un désir de décoloniser nos esprits. Et j'expliquerai un peu plus tard ce que je veux dire par là. Je vais en parler plus tard, puisque sinon je ne redonnerai plus le micro. Mais en tout cas, il y avait un désir de décoloniser nos esprits, dont nous sommes devenus de plus en plus conscients. D'une certaine façon, nous utilisions des narrations très coloniales en ayant l'impression qu'elles étaient à nous. Donc, l'idée, c'était vraiment de nous associer pour mener ce processus ensemble. Ensuite, pourquoi l'architecture et l'art? Alors, de beaucoup de manières, l'architecture est une discipline dans laquelle le client est très important. On attend une commande d'un client et c'est ce client qui va vous dire ce que vous devez construire. Et donc, en tant qu'architecte, on était un petit peu frustré par le fait qu'on voulait construire notre propre vie, mais on voulait aussi créer notre propre contexte et nos propres projets. Nous voulions travailler sans clients. Et en ce sens, l'art apporte une plateforme très intéressante, puisque l'art nous donne la possibilité de créer totalement toute la plateforme sur laquelle reposeraient nos projets. Et donc, en ce sens, nous travaillons beaucoup dans un contexte artistique autour de notre pratique d'architecte. Et donc, nous étions libres de ne pas attendre qu'un client arrive pour nous commander un projet. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près expliqué tous ces mots. Et par ailleurs, ça sonne très bien. Résidence artistique, DAAR, ça veut dire d'art, ça veut dire maison en arabe. Merci. Sandy a battu un record. Mais vous aviez des clients. Il y a eu beaucoup de projets. Je vous invite vraiment à visiter le site web d'Art. C'est un site magnifique qui est très détaillé. Vous avez fait des projets, vous avez fait des interventions dans des espaces physiques. Il s'agissait d'interventions que vous avez décidé, que vous pensiez étaient urgentes, nécessaires et avaient une signification. Mais vous avez aussi eu des clients. Des gens vous ont approché dans différentes situations, vous ont approché en tant qu'architecte et vous ont demandé de trouver des solutions pour développer des immeubles ou bien des environnements construits. Est-ce que vous pourriez décrire vos expériences dans le camp de réfugiés de Daesh et en particulier le projet Phoenix qui, je pense, cristallise très bien toutes les contradictions de votre pratique, ainsi que la réalité de la Palestine et tout le potentiel qui a pu émerger de ce projet. Avant, j'ai un peu parlé de la décolonisation et de la lutte pour la décolonisation. Et donc, je voudrais vous montrer un peu progressivement comment nous sommes arrivés au camp de réfugiés.
Au départ, notre intuition, c'était qu'il faut décoloniser l'architecture. Alors comment s'y prendre? Évidemment, le premier endroit auquel on a pensé, c'est les colonies. Donc c'était aller dans les colonies israéliennes et on s'est dit comment est-ce qu'on peut transformer ces lieux en quelque chose d'autre. Donc c'est de ça qu'on est parti. Et nous avons fait des interventions, créé des projets dans lesquels nous voulions montrer qu'il était possible de transformer un lieu comme une colonie en quelque chose, un espace public intéressant pour tout le monde. Parce que quand on regarde les colonies en Israël sont construites sur des terres d'où des Palestiniens, des terres palestiniennes, d'où les gens ont été expropriés. Donc toute l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut décoloniser ces espaces et les rendre au public, et en un sens au public en général, et pas juste au public israélien, puisque évidemment ce que l'Israël a fait, c'était de dire ce qui est public, c'est nous sommes le public, et d'exproprier les autres gens. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on peut prendre des colonies et les transformer. Et puis à partir des colonies, on est passé aux bases militaires. Et encore une fois, on voulait réfléchir à comment subvertir ces bases militaires. Et ensuite, nous sommes arrivés au camp de réfugiés et on avait cette intuition qu'il y a toujours le concept de décolonisation est également présent dans ces endroits. Et quand j'ai dit que nous voulions nous encourager les uns et les autres de décoloniser leur esprit, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Parce que parler du droit au retour dans un endroit comme la Palestine, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de tabou. C'est beaucoup plus facile de déconstruire la sexualité en Palestine plutôt que le droit au retour. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et ensuite, à force de travailler avec les réfugiés, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose. On parle de 70 ans d'existence. Les gens ont construit leur vie dans les camps de réfugiés pendant 70 ans. En Palestine, il y a même une règle qui dit que tout ce qui a plus de 50 ans est considéré comme du patrimoine. Et pourtant, quand on parle des camps de réfugiés, on va dans un camp de réfugiés et on demande aux gens pourquoi est-ce que vous avez construit 40 ONG dans 100 ONG dans 100 km² dans un endroit comme Deheisha, ou pourquoi est-ce que vous avez construit des piscines? C'est même pas une question qui est une accusation. Peut-être que la manière dont même si on essaye de formuler la question de manière neutre, les gens vont répondre nos enfants n'ont pas accès à la Méditerranée et donc nous voulons qu'ils puissent voir la couleur bleue de l'eau, par exemple. Mais les gens ne répondaient jamais ça dans les camps de réfugiés. La réponse dans les camps de réfugiés, c'était toujours nous allons tout détruire et revenir tôt ou tard dans notre village. Alors que tous ces gens, ce sont des gens urbains qui sont nés, qui ont grandi dans une ville, qui n'ont aucun contact avec l'agriculture, mais ils font toujours comme si un jour ils vont laisser derrière eux, abandonner complètement cette vie pour pouvoir retourner chez eux. Et nous, on se disait, pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi on peut encore travailler? Est-ce qu'il est possible de réfléchir aux manières dont les gens pensent le droit au retour? Et en un certain sens, on a créé toute une narration autour des questions, par exemple, de comment les gens pouvaient revenir dans leur village. On avait l'impression que c'était une situation un peu insoluble pour les Palestiniens. Pourquoi est-ce qu'on sortirait les gens de l'endroit où ils ont vécu, où ils sont nés, et pour les emmener ailleurs, sans reconnaître qu'ils ont vraiment une vie à l'endroit où ils sont en train de vivre? Donc on voulait essayer de comprendre, est-ce que c'est possible de penser que l'exil est une expérience qui a une valeur? Est-ce que nous pouvons comprendre comment on donne de la valeur à cette vie?
comment lui donner vie. Et donc la question qu'on posait aussi, c'était de dire aux réfugiés, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui arriverait au camp de Daesh si vous retourniez dans votre village? Et je peux vous dire que cette question, pour ces gens, c'est une question qui est désespérante, puisqu'on reformule les choses de manière complètement différente. Et là, on comprend que ce que ces gens veulent, c'est à la fois leur passé et leur présent. Les gens ne veulent pas seulement leur passé, ils veulent leur passé, leur présent et leur futur. Alors comment faire pour travailler de manière à donner aux gens leur passé, leur présent et leur futur? Et pour moi, tout ça, c'était vraiment la manière dont je comprenais la décolonisation. J'avais le sentiment qu'on parlait du droit au retour, de la manière finalement dont les puissances coloniales veulent que nous en parlions. Puisque la narration des Israéliens, c'est que les Palestiniens, 5 millions de Palestiniens pourraient revenir tous et envahir Israël et les jeter dehors. Et en pratique, on ne ferait jamais une chose pareille. Mais dans cette narration, finalement, on continue à renforcer, à consolider cette narration coloniale selon laquelle on allait détruire Israël. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre simultanément à Beyrouth et à Jaffa. On veut pouvoir vivre simultanément à Yarmouk, au camp de réfugiés de Yarmouk, et à Haïfa. Et en ce sens, je me suis rendu compte que ce que les réfugiés demandaient réellement, c'était une reconnaissance de leur vie en exil. Malheureusement, tout ça n'était pas contenu dans la manière dont on parle du droit au retour. On n'a jamais donné aux gens cette possibilité, la possibilité qu'il existe une narration sur le droit au retour qui soit celle-ci. Donc, on a travaillé au Daesh camp de réfugiés, qui est un camp très intéressant, puisque, comme je l'ai dit, sur moins d'un demi-kilomètre carré, il y a 40 ONG. Une des ONG qui a été créée, et ici encore une fois on revient à l'idée de colonialisme, il y avait une montagne à Bethléem qui appartenait au gouvernement allemand. Et cette colline a été ensuite prise par les Anglais, par les Jordaniens. Tout le monde utilisait cette colline comme une espèce de base militaire et comme une base pour l'administration coloniale. Et ensuite, l'autorité palestinienne est arrivée et ils ont transformé ce lieu en un poste de police. Ils ont créé un aéroport pour les hélicoptères. D'Arafat à l'époque, et donc ils voulaient finalement faire la même chose. Donc il s'agissait de prendre la structure coloniale et de la transformer, encore une fois, en une structure militaire et coloniale. Et donc les réfugiés à Daïcha ont occupé les lieux et ont demandé aux autorités coloniales, si vous ne nous donnez pas un bout de ce terrain, on ne vous laissera pas en paix. Donc ils ont planté leur tente sur ce terrain, ils ont occupé le lieu et ils voulaient installer une prison. Ils pensaient que c'était le lieu parfait pour construire une prison. Et donc, ils ont occupé ce terrain pour construire une prison. Et ils sont parvenus à arriver à un accord avec les autorités palestiniennes qui leur permettait d'utiliser ce site. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour commencer immédiatement à faire des travaux. Et il y a un homme d'affaires palestinien très puissant qui avait décidé d'y construire un hôtel. Donc finalement, on leur a donné 6 mois pour soit commencer les travaux, soit la terre leur serait reprise. Mais ils rêvaient de construire quelque chose d'énorme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de construire 3 murs et de laisser une partie du terrain ouverte pour le développer dans l'avenir. Et aujourd'hui, si vous allez à Phoenix, vous voyez qu'il y a cet incroyable centre culturel de 7 étages avec des salles pour les mariages, pour les conférences, une bibliothèque, une centre de gym pour les femmes. Et ensuite, on a installé aussi une université au sein du camp de réfugiés avec l'idée de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre et valoriser la culture de l'exil et l'inclure dans la narration du droit au retour.
Donc les gens de Daesh se sont adressés à vous en tant qu'architecte pour vous demander d'élaborer cet immeuble. Alors à quel stade du projet êtes-vous arrivé en tant qu'architecte dans ce camp de réfugiés? Si vous pouviez un petit peu expliquer vos pensées sur ce que cela signifiait pour un architecte d'intervenir dans un camp de réfugiés, dans un lieu qui est censé être temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire apporter votre pratique de la permanence dans un lieu de l'impermanent? Bon, là, il y a deux questions. D'abord, comment est-ce qu'on a approché le camp? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire d'apporter l'architecture dans un camp? Alors, comment est-ce qu'on a approché la question? Ça me fait réfléchir à la manière dont un collectif d'architectes peut survivre. Nous ne dépendons jamais vraiment du collectif. Moi-même, je travaille aux Nations Unies comme chef de département, une agence de l'ONU qui s'occupe des camps de réfugiés. Alessandro, lui, il était professeur, donc nous ne dépendions jamais financièrement de ce travail. Et donc pour nous, Dar, c'est une manière... pour moi, Dar, c'est ce qui m'a permis de ne pas devenir une bureaucrate de l'ONU. C'est un lieu qui me permet de réfléchir à ma pratique et qui me permet de me demander comment repenser ma pratique en termes de décolonisation. Donc, ce projet, je l'ai approché avec mon chapeau, ma casquette de l'ONU, d'une certaine manière. Et le programme dont je m'occupais, ça s'appelait le programme d'amélioration des camps. Et alors, amélioration, c'est un très grand mot dans les camps de réfugiés. Quand je suis arrivée à Daesh, j'ai été arrêtée à l'entrée du camp et tout de suite on m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire par amélioration ?» On a eu 2 ans de discussion avant même que j'ai le droit d'entrer à l'intérieur du camp. Il a fallu 2 ans pour que les gens comprennent quel était ce projet. Est-ce qu'il s'agissait d'un projet de normalisation? Est-ce qu'il s'agissait de transformer le camp en quelque chose d'autre? Comment est-ce qu'on pouvait comprendre le terme d'amélioration? Pourquoi est-ce qu'après 60 ans, quelqu'un arrive de l'ONU en faisant mine de faire des améliorations et de travailler avec les résidents? Ils voulaient simplement comprendre qui j'étais. Il a fallu 2 ans, 2 ans de discussion avant que les gens comprennent que je pouvais peut-être, au bout du compte, travailler en partenariat avec eux. Et donc, tout ce processus était très étrange. Il s'agissait de temps en temps d'inclure Dar dans ce processus, graduellement, jusqu'au moment où j'ai quitté mon travail à l'ONU, parce que le problème que j'avais, c'était que je ne pouvais pas représenter les 2 organisations en même temps. J'avais vraiment ce moment où j'allais, par exemple, à une conférence avec une casquette, et puis je parlais de programmes de développement des compétences. Et au bout d'un moment, c'était une question qui était très personnelle. Je ne voulais pas d'un contrat de long terme avec l'ONU parce que ça aurait voulu dire que je devenais officiellement une employée de l'ONU, ce qui voulait dire que je ne pouvais pas aller parler et dire ce que je voulais dire. Donc j'insistais et je disais à l'ONU, je veux rester consultante parce que ça m'accordait une plus grande liberté. Mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'était que ces 2 mondes ne communiquent pas. L'ONU n'a rien à voir avec l'art, avec l'architecture. J'étais presque étonnée que personne n'avait même regardé mon nom sur Google. J'étais vraiment la technicienne idéale. Je travaillais comme une technicienne, je parlais comme une technicienne et je me comportais comme une technicienne. Et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre pratique. Comment est-ce qu'on pouvait arriver à réunir tout un tas de mondes différents, parler à l'ONU dans un certain langage, parler avec le monde de l'architecture dans un certain langage. Et donc tout ça, c'est notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse, puisque nous ne sommes jamais vraiment entièrement quelque part. Nous ne sommes jamais complètement des artistes, ou complètement des architectes, ou complètement des représentants de l'ONU.
Donc nous avons comme une jambe dans chacun de ces territoires, mais c'est aussi ce qui nous permet de réfléchir à ce qu'est notre rôle et qui nous permet de réfléchir aux moyens de décoloniser notre esprit et de ne pas juste suivre une seule voie. Donc cette situation, finalement, c'est ce qui nous a donné une très grande liberté de penser et que nous ne voulons pas, à laquelle nous ne voulons pas renoncer. Donc nous continuons encore aujourd'hui à naviguer entre différents mondes. C'est ce que je disais quand je parlais de ne pas avoir de clients. Il s'agit plutôt d'évoluer entre des mondes différents afin de comprendre le meilleur moyen d'intervenir d'une manière holistique dans un lieu comme le camp de réfugiés de Daesh. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, ensuite l'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire d'apporter l'architecture dans un camp de réfugiés? C'est un gros dilemme. Finalement, l'architecture a un rôle très, très fort. L'architecture a toujours accompagné le pouvoir et l'État pour lui permettre de créer des représentations très idéologiques. Plus un État est fort, plus on a une excellente architecture qui en sort. Par exemple, l'architecture baroque ou fasciste, c'est une représentation d'une idéologie. Donc pour nous, la question, c'était comment représenter l'architecture des camps de réfugiés? Personne ne s'était posé cette question. Personne ne nous a passé une commande. Il n'y a pas eu un président ou quelqu'un qui soit venu nous dire « Nous aimons bien votre travail, nous voulons vous commander l'architecture de la capitale de la Palestine ». Mais ce que nous nous sommes dit, c'est que la capitale de la Palestine, c'est les camps de réfugiés aujourd'hui. Et c'est là où la représentation de cet État doit se trouver. Donc nous avons assumé ce rôle et nous nous sommes demandé comment, en tant qu'architectes, pouvons-nous représenter l'architecture dans les camps de réfugiés? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous avons pris le risque, évidemment, d'être accusés de normaliser les camps de réfugiés. Nous avons dessiné une école et la question, c'était est-ce qu'on embellit les camps de réfugiés? Nous avons conçu une place dans un camp à Fawar, qui est devenu un lieu où il y a un groupe de femmes qui se battent pour le droit à apparaître en public. On a conçu une tente en béton au camp de Finik, où se passe l'université. Donc de plein de manières différentes, nous avons pris à bras-le-corps ce défi qui était de comprendre comment présenter aujourd'hui l'architecture dans les camps de réfugiés, avec cette idée de savoir si nous utilisons l'architecture comme un outil pour valoriser l'exil, comment est-ce que ça fonctionne? Comment peut-on utiliser l'architecture comme un instrument qui donne de la valeur à ces lieux et qui change notre conception de... L'exil, c'est quelque chose qui est dévalorisé. Qu'est-ce que c'est la tradition, le patrimoine palestinien? Le patrimoine palestinien, il reste dans les camps de réfugiés. On ne peut même pas imaginer la Palestine sans imaginer les camps de réfugiés. Mais le problème, c'est que dans notre narration, nous laissons de côté ces camps en une seconde. C'est quelque chose que nous laissons de côté. Et c'est une contradiction, ça n'a aucun sens. It's not only the Ce n'est pas, il ne s'agit pas seulement de l'expérience de la Palestine au sein de la Cisjordanie et de Gaza. La plupart des Palestiniens, ou en tout cas beaucoup de Palestiniens hors de la Palestine, vivent également dans les camps de réfugiés. Et là, ce sont encore des expériences très différentes. Ce matin, nous avons discuté du cas extrême du Liban et celui de la Syrie et de la Jordanie. Donc ces recherches sur le lieu des camps de réfugiés, dans la conscience palestinienne et dans l'identité palestinienne, mais aussi dans la pensée sur l'avenir. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre exploration de ces questions? Je crois que je pourrais répondre en vous parlant de 2 projets. Le premier, après 10 ans de travail dans les camps de réfugiés, nous nous sommes dit pourquoi pas, si l'idée c'est de donner de la valeur aux camps de réfugiés, pourquoi ne pas aller à l'UNESCO
et faire déclarer le camp de Haïfa de réfugiés comme patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est une manière finalement d'amener, de créer une prise de conscience. Donc il ne s'agissait pas seulement du camp de Haïfa, mais on aurait pu créer toute une série de camps et les faire nominer comme patrimoine mondial. Je ne pense pas que nous, en tant que Palestiniens, nous avons l'occasion de comprendre comment faire face à un phénomène qui est mondial. Il y a des réfugiés, pas seulement en Palestine, il y en a dans tout le Moyen-Orient. Et quand les réfugiés arrivent quelque part, ce qu'on leur demande, c'est de devenir l'invité parfait. Il faut qu'ils se tiennent bien, il faut qu'ils se tiennent de manière à oublier leur histoire. Et d'une certaine manière, je trouve que cette question devient de plus en plus présente. Comment comprendre qu'une personne puisse avoir deux cultures et l'accepter? Donc ce que nous sommes dit, c'est si on pouvait aller à l'UNESCO et revendiquer ces lieux, par exemple, quand nous sommes allés à Riwak pour la première fois, parce que c'est un travail qu'on fait maintenant à Riwak, c'est la première réaction des gens qui travaillaient là-bas, c'était de dire les camps de réfugiés sont laids. Comment est-ce qu'on peut revendiquer cette laideur comme un patrimoine mondial? Et ce qu'on a répondu, c'est si vous allez dans les camps de réfugiés sont des endroits où des questions comme le privé et le public n'existent pas. Les gens ne possèdent pas leur maison, ils ont juste le droit d'usage. Et les institutions disent qu'elles n'administrent pas les camps, mais qu'elles fournissent des services. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits dans le monde qui fonctionnent hors de ces termes sans lesquels on ne peut pas imaginer nos vies. Et donc tout ça, ça a créé une dynamique dans les camps de réfugiés qui fait que les gens s'organisent entièrement de manière entièrement autonome et organisent eux-mêmes leur environnement construit. Dans un camp de réfugiés, personne ne construirait un mur sans avoir négocié ce mur avec tout leur quartier, pas seulement avec leurs voisins, mais avec tout le quartier. Et donc, on a des camps de réfugiés, au moins dans le cas de la Cisjordanie, qui sont des lieux complètement sécurisés. Personne dans la rue ne se tue, personne n'a jamais tué quelqu'un pour un espace, pour la possession d'un espace. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a une forme de vie dans les camps de réfugiés qui existe en dehors de l'État et qui doit être prise en compte et qui doit être reconnue. Il y a des gens qui arrivent à vivre en dehors de l'État pendant 70 ans et à vivre bien. Et donc ce que nous proposons à l'UNESCO, c'est de reconnaître ces environnements construits et de voir ce qui s'y passe et de reconnaître l'exil comme une forme très intéressante de vie en dehors de l'État. Alors bon, c'est un projet qui est très complexe parce qu'on a besoin de l'État, par exemple, pour faire une demande pour quelque chose qui est en dehors de l'État. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce projet artistique où il s'agissait de remplir tout le dossier de l'UNESCO, tout était prêt, toute la demande à l'UNESCO était prête, mais le processus, c'était surtout de comprendre de quoi s'agit-il. Comment est-ce que les camps de réfugiés peuvent déposer une candidature dans ce processus. Donc c'est un projet qui continue et sur lequel nous continuons à travailler avec les habitants du camp de Deheïch. Et nous aimerions ouvrir cette discussion sur le niveau international, pas juste en Palestine, pour voir où est-ce que tout ça nous amènerait. Mais ensuite, la deuxième phase de notre pratique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un bureau à Betzaho, en Palestine, mais nous avons aussi, l'année prochaine, nous allons ouvrir un bureau à Stockholm, parce que nous voulons aujourd'hui comprendre comment travailler avec les réfugiés en Europe. On nous a demandé plusieurs fois au cours des 3 dernières années de faire des interventions sur des questions de réfugiés. Nous n'avons jamais accepté parce que nous pensions
qu'il fallait être sur place pour pouvoir travailler là-dessus. Et je pense que ce qu'on voit arriver de manière très puissante, cette idée de comment subvertir toute la logique du statut de réfugié qui consiste à être un invité permanent. Même si on a un passeport français ou un passeport suédois, on reste toujours un invité permanent pendant toute sa vie. Et le gouvernement français et les Français et les Suédois continueront à jouer le rôle de l'hôte. Donc, en ce sens, on se demandait, selon cette logique, est-ce qu'il y a la possibilité de réfléchir à comment les réfugiés en Europe peuvent avoir le droit de devenir eux-mêmes des hôtes. Et pour nous, c'est une très grosse question. Le droit d'être un hôte, ça veut dire avoir accès à la vie publique, ça veut dire le droit de décider de quelle manière on veut accueillir. Et quels sont ces lieux en Europe? Il existe déjà des lieux en Europe qui se développent, dans lesquels les réfugiés accueillent les gens. Donc on essaye d'aller dans cette direction et c'est un nouveau chapitre pour DAR. Et c'est assez enthousiasmant, on est très content de partir dans cette nouvelle direction. Je pense que c'est important de prendre en compte l'histoire des camps et la manière dont ces camps étaient reliés à un endroit. Quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le camp et il y a l'agence de l'ONU. Mais il y a eu une période pendant laquelle, entre le camp et l'UNRWA, il y avait une organisation politique, l'OLP. Dans les années 70, l'OLP avait le pouvoir politique et les ressources financières pour transformer les camps et pour en faire des lieux de fierté. Je ne veux pas caricaturer ou exagérer, mais il y a une époque où, quand on avait besoin d'une légitimité, et peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, si on avait besoin de légitimité en tant que personne de gauche ou en tant qu'intellectuel à Beyrouth, on devait aller dans les camps, on devait aller écouter des conférences. Il fallait avoir un lien avec les camps. Donc ces lieux de misère, ces lieux qui étaient vraiment laissés de côté, à part de la société libanaise, sont devenus des lieux dans lesquels on trouvait des informations politiques et où on trouvait la reconnaissance intellectuelle. Cette situation a changé dès le moment où le pouvoir politique a quitté les camps se sont effondrés. Et les camps, aujourd'hui encore au Liban, sont des lieux de misère. Je pense que vous avez raison de dire, quand on parle du droit au retour, personne là-bas ne pose cette question sérieusement à personne. On ne pose pas cette question aux habitants des camps de réfugiés au Liban. Et les conditions de vie ont tellement empiré. Si on compare Daesh avec un autre camp, ce serait complètement absurde, puisque les conditions de vie à Daesh sont infiniment meilleures que dans cet énorme camp au sud du Liban. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les autorités politiques palestiniennes et les responsables politiques et les intellectuels et les artistes finalement conduit le combat pour la reconnaissance de la Palestine à travers l'histoire depuis 1948 jusqu'à maintenant. C'est la manière dont ce combat est conduit, ça a beaucoup changé. Dans les années 70, la Palestine était présentée comme une métaphore de l'injustice à travers le monde. Cette notion de la Palestine comme métaphore est devenue circulée très largement. L'OLP s'est inscrit dans un mouvement international de lutte anticoloniale, de lutte de libération, de lutte contre l'impérialisme. Peut-être qu'actuellement,
Évidemment, depuis que ce moment historique est passé, la Palestine s'est refermée sur elle-même d'une manière, et peut-être est devenue non pas égocentrée, mais les Palestiniens maintenant se pensent uniquement en termes palestiniens. Et peut-être que maintenant nous sommes à un moment où la Palestine a besoin de se penser dans le monde. Et peut-être que c'est le moment de penser au monde à travers la Palestine. Qu'il faut voir la Palestine comme une métaphore, mais peut-être comme un miroir ou comme un fragment d'un miroir. Parce que ces questions que vous posez sur les camps de réfugiés, comment est-ce que les gens peuvent vivre sur une terre qu'ils ne possèdent pas, où la notion de propriété privée n'existe pas, et pourtant ces gens construisent, ils font des enfants, et ils continuent à construire, et ils agrandissent leur maison, alors au moment où leurs enfants se marient et deviennent plus nombreux. Il y a une croissance verticale et horizontale. Les gens créent des services sociaux, des services de santé. Les gens inventent et improvisent. Les rapports collectifs, finalement, dictent les règles de vie dans le camp. Et bien sûr, créer des relations de pouvoir. Nous avons parlé de ça déjà. J'ai parlé quelques mois à Dakar, au Sénégal. Et j'ai fait une visite avec un architecte pour comprendre l'histoire de Dakar. Et j'ai compris que là-bas, la possession de la terre ne signifie rien. Les gens ne possèdent pas la terre. L'idée de posséder la terre de manière privée, cette idée-là est arrivée avec la colonisation, mais pour ces gens, c'est une folie. La terre, c'est une cosmologie différente. L'histoire de Dakar, elle est écrite sur les arbres, elle est inscrite sur les arbres. Les gens s'installent autour d'un arbre et c'est les arbres qui déterminent l'histoire d'une ville. Donc c'est encore une fois une conception complètement différente. Peut-être que les camps de réfugiés représentent un moment de connexion avec d'autres formes de connaissances et d'autres possibilités d'organisation de la vie sociale dans les environnements construits. Ça me fait penser à 2003. Il y a beaucoup d'idées. J'ai écrit 6 notes différentes sur des questions que je voudrais discuter. Je ne vais pas pouvoir tout dire, mais je voulais revenir à un projet que nous avons fait en 2003. Et qui pour le moment nous revient avec beaucoup de puissance. Le projet s'appelait Une nation sans État. En 2003, on nous a demandé de concevoir un pavillon palestinien à la Biennale de Venise. Comme vous savez, Venise repose sur cette idée de la nation-État. Donc notre première question, c'était comment représenter une nation qui n'a pas d'État. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce nom, Nation sans État. Et la forme, c'était utiliser tous les différents papiers d'identité que les Palestiniens doivent utiliser, donc les documents de voyage pour les Palestiniens de Cisjordanie, les passeports pour les passeports israéliens pour les réfugiés palestiniens, les passeports libanais, et ainsi de suite. Donc nous avons décidé de représenter la Palestine en utilisant tous ces papiers et en distribuant entre tous les États pour traiter la question de comment on représente le fait de ne pas avoir d'État dans le monde. Et là, ça revient à votre question. Comment est-ce que la Palestine peut contribuer à une pensée mondiale? Je pense que nous sommes une nation qui, depuis 1948, vit sans État. Et on nous vend cette autorité palestinienne comme si on avait un État. Et en un sens, la raison pour laquelle les camps de réfugiés sont très importants, encore une fois, dans la pensée de la Palestine, c'est parce que les Palestiniens en Cisjordanie et partout
vivent l'autorité palestinienne, la structure de l'autorité palestinienne comme quelque chose de très menaçant. Si on va à Daesh, par exemple, on voit que d'abord on a détruit l'autorité palestinienne et ensuite on détruit Israël, puisque en un sens, le projet de l'autorité palestinienne en Cisjordanie va complètement à l'encontre de ce que ces gens veulent obtenir. Et cette notion, ce manque d'État est une caractéristique très forte de la Palestine. Donc, faire en sorte qu'un camp soit reconnu par l'UNESCO, c'est aussi reconnaître l'absence d'un État comme un fait, et puisque c'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a plus de gens sans État que de citoyens. Nous parlons du monde comme si le monde était fait de citoyens, mais ce n'est pas vrai. Le monde aujourd'hui, c'est presque moitié-moitié. La moitié des gens n'ont pas d'État. Et en tant que Palestiniens, je pense que nous avons ce rôle de mener ce mouvement. Nous n'avons pas d'État depuis les années 70 et nous pouvons prendre la tête de ce mouvement. Moi, je vis en Cisjordanie. J'ai une pièce d'identité israélienne, une carte d'identité israélienne, puisqu'elle est délivrée par les autorités israéliennes, mais j'ai un espèce de passeport palestinien. Mais en un sens, on crée cette idée de citoyens et réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire, citoyens réfugiés? De toute façon, ni les citoyens ni les réfugiés peuvent avoir accès à la Méditerranée. Nous sommes tous arrêtés au poste de contrôle. Nous sommes tous sans État. En un sens, on nous vend cette idée d'un État-nation, mais je pense que la principale difficulté, c'est de comprendre comment nous pouvons imaginer, comment nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles imaginations politiques pour représenter cette absence d'État et comment lui donner une forme vivante. Et je pense qu'en tant qu'architecte, c'est notre rôle de prendre en charge cette mission. Quand on voit comment fonctionnent les camps de réfugiés, on peut créer des formes de vie qui... les gens des camps n'ont pas besoin de nous. Ces formes existent et il faut attirer l'attention sur le fait que ces formes d'organisation existent. Les Palestiniens vivent sans État depuis 70 ans et ils ont réussi à organiser leur vie. En un sens, toutes nos difficultés avec tous les outils, que ce soit quand on a affaire à l'UNESCO, quand on travaille avec le gouvernement suédois, quand on travaille avec les réfugiés, quand on fait tout notre possible pour faire reconnaître la possibilité d'une culture de l'exil et d'une culture de l'absence d'État dans laquelle les gens qui viennent de différents lieux sont juste reconnus comme tels. Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus italiens que palestiniens? Moi-même, en partie, je suis un peu des deux. Pourquoi est-ce que tout le monde me force à choisir une nation à cause de ces États-nations? Et c'est la même chose pour nous tous. Alors pourquoi ne pas juste assumer cette forme de vie que les Palestiniens vivent depuis 70 ans et de dire, voilà, c'est ça que nous pouvons apporter au monde. Et en ce sens, si ça s'était reconnu, ensuite on pourrait mettre en question le gouvernement libanais. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un site du patrimoine mondial de l'UNESCO? Si le camp faisait partie du patrimoine, si les gens venaient visiter les camps au Liban, à ce moment-là, on se demanderait comment présenter les camps. Bon, c'est quelque chose qui reste à un niveau très symbolique, mais qui apporte toute une nouvelle discussion sur la scène internationale qui serait temps de discuter. Sandy is here for your questions. The floor is open for your questions. I just want to let you know that it so happens. Nous allons ouvrir le micro aux questions. Je voulais vous dire que par hasard, par le plus grand des hasards, le chef de la délégation de l'UNESCO, la délégation palestinienne à l'UNESCO, était pendant les négociations, était la même personne qui représentait les réfugiés. Donc c'est une coïncidence. The floor is open to your questions. I prefer to speak in French. Je préfère parler en français. Oui, enfin, je vous remercie pour votre discours subversif, profondément subversif, vraiment, qui m'interroge.
en profondeur, hein, et qui doit interroger l'autorité palestinienne. Alors, ma question, c'est comment vous dialoguez avec l'autorité palestinienne? Enfin, est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a un dialogue possible? Ou est-ce que, voilà, il y a un clivage ou... Jusqu'à présent, le dialogue, c'était surtout avec les réfugiés. Et quelque chose que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est qu'un lieu comme le camp de Daesh, les gens l'autorité palestinienne joue un rôle très fort. Donc si on arrivait à convaincre le camp de Daesh, si on arrive à convaincre les gens de Daesh de revendiquer leur statut de patrimoine mondial, ensuite ce seraient les gens de Daesh qui auraient affaire à l'autorité palestinienne. Je pense que ce n'est pas notre rôle à nous. Nous, ce que nous faisons, c'est de créer des discussions en Palestine. Nous avons fait toute une série de conférences, de discussions, et ainsi de suite, mais nous ne pensons pas que c'est notre rôle d'intervenir dans le contexte de l'autorité palestinienne. Nous ne pensons pas que c'est notre place. Je voulais suivre la question que Madame vient de poser. Je suis très heureuse d'entendre, de vous écouter aujourd'hui. Je suis votre travail depuis des années et je suis très impressionnée par la manière dont vous avez progressé depuis le début de DAR. Malheureusement, je n'ai pas pu venir à Daesh pour voir vos cours, mais j'ai commencé une très brève carrière d'anthropologie dans les camps au Liban et j'ai trouvé très intéressant de voir votre approche. Je pense que vous avez un grand mérite qui est bien plus important que le fait de dialoguer avec des apparatchiks et des autorités. Votre mérite, c'est de mettre le doigt sur ce que veut dire 70 ans de vie des réfugiés. Peut-être vous n'avez pas dit ça au public, c'est très important. L'obsession pour le droit au retour et la peur que soit reconnue la réalité de ces 70 ans de vie dans les camps. Si cette expérience était reconnue, ça voudrait dire qu'ils renoncent à leur droit au refuge. Et c'est quelque chose qui obsède les réfugiés, que ce soit au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, à Gaza, et ainsi de suite. Donc c'est un tabou, vous avez raison, les gens ne comprennent pas à quel point ce tabou est très fort. Non pas parce qu'il y a un interdit vraiment formulé, mais parce qu'on a tellement sacralisé. On a fait tellement un monument de ce droit au retour que le simple fait de reconnaître, comme vous dites, reconnaître le fait que les gens s'en sont très bien sortis finalement et ont réussi de manière remarquable à s'organiser collectivement sans État depuis 70 ans. Les gens se sont beaucoup moins entretués dans les camps que dans l'État où il y a des guerres civiles dans le monde arabe. Et le fait qu'on ne reconnaît pas ce grand accomplissement, ça ne vient pas d'une seule source, ça vient plutôt d'une source interne qui est notre peur qu'en reconnaissant la valeur de cette organisation, de la vie collective par les gens eux-mêmes, ce qui, selon moi, c'est ça que signifie l'autodétermination, bien plus que le fait de poser des frontières, de nommer un maire ou un ministre ou une autorité. Je pense que c'est quelque chose qui a une telle valeur et vous avez le mérite d'ouvrir la discussion auprès de la population. C'est un point qui est très important. Racha a raison de dire que c'est une tragédie. C'est une des formes finalement d'autogestion les plus sophistiquées. Ce qui s'est passé au Liban entre 1969 et 1982 et qui s'est complètement effondré depuis. Je pense que c'est très important que vous parliez de la manière dont Daesh est arrivé à un point de réussite, finalement. Et c'est ce que vous faites en voulant faire reconnaître ce camp par l'UNESCO. C'est quelque chose qui se passe sur les terres palestiniennes.
Et c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. J'espère que votre travail pourra aussi être apporté aux réfugiés du Liban qui sont totalement désespérés. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle on parle de ces gens, c'est parce qu'on construit un mur autour de ce camp. Les gens construisent un mur parce qu'ils ont peur que les militants du camp sortent du camp. Et il y a des affrontements autour de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que vous avez inventé une discipline. Je suis leur travail depuis longtemps. Et vous avez créé quelque chose qui se trouve à la frontière entre l'architecture, l'urbanisme et le travail social. C'est quelque chose qui est nouveau et les gens ne connaissent pas cette discipline. J'espère que quand vous allez partir en Suède, vous pourrez transmettre tout ça parce que il y a eu toutes ces périodes intermédiaires dans la vie des réfugiés, y compris dans la vie des réfugiés d'aujourd'hui qui viennent d'Afghanistan et de Syrie. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc merci beaucoup. Well, thank you very much, Sandy. Merci beaucoup, Sandy. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, une correction. Le travail de Dar a été exposé à Marseille, en fait. Pendant 2 mois, Emmanuel Audin pourrait le confirmer, c'était en 2013. Il y avait une exposition qui s'appelait The Thickness of the Line et l'Atlas des frontières. Une exposition, c'était une très très belle, un très beau film. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Et la deuxième chose, je voudrais souligner l'importance du travail de Dar et de Sandy et Alessandro. Je voudrais souligner le fait que vous travaillez vraiment sur ce que nous appelons en français des dispositifs artistiques. C'est-à-dire des dispositifs qui posent des questions, qui questionnent notre rapport à ce que nous appelons la réalité et qui questionnent les mécanismes qui nous connectent à la réalité dans la vie de tous les jours. Je me demandais si vous pourriez peut-être revenir rapidement sur votre travail, la tente de béton. Je pense que c'est vraiment un excellent exemple d'une manière dont la construction de cette tente a permis de réunir non seulement les réfugiés, mais aussi toutes sortes de gens différents, en leur permettant de repenser la manière dont le discours sur l'exil des réfugiés est aussi un discours colonial. Et il ne s'agit pas seulement de ce discours, mais de tous ces discours qui prétendent être critiques vis-à-vis de l'occupation israélienne, mais qui sont en fait, et ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui se passe à plein de moments de l'histoire, mais ces discours sont finalement des discours qui, dans le cadre même, qui se développent dans le cadre même construit par les pouvoirs coloniaux. Oui, merci 2 fois. D'abord de m'avoir demandé de parler de la tente de béton parce que je pense que ça ouvre toute une autre perspective dont je n'ai pas eu le temps de parler. Je voudrais demander à chacun de vous si vous imaginez un réfugié. Comment est-ce que vous l'imaginez, un ou une réfugiée? Malheureusement, les puissances coloniales nous imposent cette image du réfugié seulement à travers le prisme de la pauvreté, le besoin d'aide. C'est comme ça qu'on se voit, on aide les réfugiés. Et en un sens, quand on était à Daesh pendant si longtemps, on trouvait très frustrant que le fait que les réfugiés eux-mêmes n'arrivent pas à imaginer à quoi pourrait ressembler un réfugié fort. Qu'est-ce qu'il y a comme image d'un réfugié fort? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on se sentirait si, en un sens, quand on a créé cette université, beaucoup de nos participants venaient de l'université, même dans un endroit comme le Daesh,
le camp de Daesh, dans le public, il y avait toujours des gens qui étaient un petit peu gênés et disaient « Ah, mais non, ce ne sont pas vraiment des réfugiés ». Donc, quelles sont les limites de notre compréhension de qui a le droit de se considérer comme réfugié et qui n'a pas le droit de se considérer comme tel? Tout ça, c'est conditionné par la question de savoir si on est pauvre ou moins pauvre. Et dans tout mon travail, j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. Et la grande difficulté dans un endroit comme l'ONU, c'est de créer le meilleur programme possible pour pouvoir comprendre qui sont les plus pauvres parmi les pauvres et quels sont ceux qui ont droit au statut de réfugié. Et la tente de béton, finalement, elle va dans cette direction, puisque quand nous avons mis en place l'université, le but, c'était de travailler dans les camps de réfugiés, et on se disait, on voit des choses qui se passent devant nos yeux, et nous sommes incapables d'en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce camp? Nous n'avons pas les termes, nous n'avons pas les compétences pour comprendre ce qui se passe dans le camp de réfugiés. Et donc, nous avons décidé de créer cette université pour nous permettre à nous-mêmes de comprendre, en travaillant avec les réfugiés, ce qui se passait là-bas. Et notre première idée, c'était de créer un dictionnaire collectif, parce que c'était la première étape. Créer un dictionnaire collectif pour définir ce qu'on veut dire par privé, public, normalisation, commun, citoyenneté, statut de réfugié. Par exemple, on parlait de durable, de produits durables, et c'est un grand mot. La question, tous ces grands mots, il s'agissait de les définir. Et pour nous, en tant qu'architectes, par exemple, on voyait les réfugiés parler des camps qui n'avaient pas du tout de système d'épuration. À Daesh, il n'y a nulle part qui n'ait pas des systèmes d'égout et d'assainissement. Ils ont juste laissé une petite partie du camp. Ah non, il n'y a qu'une petite partie du camp qui n'a pas d'égout, mais sinon pour permettre de témoigner de la situation des gens. Et donc les gens disaient, nous vivons dans des tentes, pourquoi est-ce qu'on construirait un centre de 7 étages? Pourquoi est-ce qu'on construirait des choses alors que nous vivons dans des tentes? Et évidemment, les tentes, c'est un patrimoine très important pour les camps. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de dire que c'est un lieu qui est aussi fait de tentes. Donc, quand on réfléchit en tant qu'architecte, quel serait le meilleur endroit pour une université? Si, par exemple, ce merveilleux immeuble est une très bonne représentation d'un musée, quel serait le meilleur immeuble qui puisse représenter une université dans un camp? Et donc, la tente en béton, c'était la réponse. Nous avons construit cette tente faite de béton en utilisant les mêmes matériaux qui sont utilisés pour une tente, ce qui fait que de loin, on arrive là et on a l'impression qu'on rentre dans une tente. Et plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce n'est pas une tente, que c'est fait de ciment. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans tout ça, c'est que même si nous ne sommes pas là, n'importe qui arrive au camp, même quelqu'un qui vient du camp, les gens demandent toujours qu'est-ce que c'est, pourquoi cette tente de béton? Et les gens se retrouvent face à une contradiction. C'est un lieu fait à partir d'une tente de béton. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui? Pour nous, c'était et ça reste, l'université continue à se tenir sous cette tente de béton à Finik, dans le centre Finik. Donc merci pour cette question. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que vous évoquez un point qui est très important et qui m'a fait penser aux connexions avec d'autres problèmes mondiaux qui ont lieu dans d'autres parties du monde. Moi, je viens du Brésil et j'ai pensé à des questions qu'on a discuté en Amérique latine dans la dernière décennie. Vous parlez de briser l'association automatique entre citoyenneté et nationalité, ce qui est une invention moderne, mais qui se diffuse dans le monde entier. Et en brisant cette association, briser également des dichotomies comme celle entre privé et public. Je pense à l'expérience des populations indigènes et des
débats qui se sont accumulés dans la dernière décennie en Amérique latine, en particulier quand il s'agit des communautés indiennes en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, autour de l'idée du bien commun, du vivre bien. Toutes ces questions dépassent beaucoup le concept d'État, et ce sont des communautés qui essayent de renégocier des dynamiques de conflit avec l'État et qui essayent de redéfinir leur place. Il s'agit de communautés autogérées qui, elles aussi, vivent en dehors de la dichotomie entre public et privé. Il y a des gens qui pensent en dehors de l'État aussi. Mais il y a aussi cette dichotomie entre le temporaire et le permanent. Parce que la temporalité qui est habituellement associée au camp de réfugiés, c'est le temporaire, c'est le momentané. Donc quand vous parlez d'une existence de 70 ans, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe dans le rapport entre le permanent et le temporaire. Et ça peut peut-être nous conduire à dépasser l'idée d'une politique préfigurative. Je pense j'essaie de réfléchir à un modèle d'État dans son rapport au futur. De votre point de vue, à mon avis, ce qui est important, c'est l'expérience du présent. Parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais ce que je sais, c'est comment placer nos expériences du présent au sein d'une discussion sur de nouvelles perspectives politiques. Peut-être vous pouvez, au Brésil, il y a eu la reconnaissance du statut de patrimoine culturel de communautés comme les quilombolas, qui étaient des anciennes communautés d'esclaves, des groupes qui se sont organisés pendant l'esclavage comme des groupes de résistance. Et donc ces quilombolas ont été reconnus par l'État, donc ils ont acquis un statut permanent. Oui, je vois qu'il y a deux parties dans votre question. Donc pour commencer, le Brésil, je pense vraiment qu'il faut déplacer cette lutte. Il y a 3 ans, nous étions à São Paulo et nous avons été invités à la Biennale de São Paulo et nous avons décidé d'aller habiter à Bahia pendant 40 jours. L'idée, c'était comment apporter des réfugiés palestiniens, y compris moi et les autres gens qui travaillent avec nous, comment amener des réfugiés palestiniens dans un quilombolas. Et c'était fascinant de voir toute la connexion entre ce que ça veut dire aujourd'hui encore de parler du droit au retour pour les quilombolas après 500 ans. Et pour nous, en tant que Palestiniens, on se disait 70 ans, c'est rien comparé à 500 ans. Et donc c'était incroyable de voir leur lutte autour de ce que signifie le droit au retour. Et au bout d'un moment, il y a eu ce moment poétique, le mouvement des sans-terre, les gens des quilombolas. Une de ces personnes a dit, pour moi, le retour, c'est l'arbre le baobab. Et pour moi, apporter le baobab au Brésil, c'est une manière d'apporter l'Afrique au Brésil et de me reconnaître moi comme un Brésilien africain. Et moi, ce que je veux, c'est avoir les deux, c'est avoir cette superposition des deux. Le projet s'appelait l'école de l'arbre, et donc nous avons créé une école où nous étions réunis, nous sommes restés réunis pendant longtemps pour essayer de discuter toutes ces questions. Et ça nous a permis de comprendre toutes les ressemblances qu'il y avait et de comprendre, souvent on est obligé de parler avec un seul centre, comme s'il y avait l'Occident et qu'on ne peut parler qu'à travers ce centre de l'Occident. La question, c'était comment ouvrir d'autres canaux de communication pour comprendre les choses complètement différemment. Je pense que tout ça, ça fait partie de l'idée de décolonisation qu'il faut travailler. Ensuite, la deuxième partie de votre question, c'est ce que j'appellerais le droit de rester. Bien entendu, nous sommes confrontés à 2 droits qui sont très importants et je pense que les gens doivent conserver les deux. Le droit au retour, puisque c'est une question de justice historique, revendiquer la reconnaissance de quelque chose qu'on a perdu, mais il y a aussi le droit de rester. Et pour nous, c'est quelque chose qui était très fort au camp de Shofar.
Shofat, quand on parlait, nous avons conçu une école au camp de Shofat. Il y a eu une grande discussion dans le camp pour savoir s'il s'agissait du droit de rester ou du droit au retour. Ce qui veut dire, est-ce que nous sommes en train d'embellir un camp de réfugiés pour en faire un endroit agréable dans lequel nous allons rester, ou est-ce qu'il s'agit de rejeter cette idée et pour lutter, pour pouvoir revenir chez nous. Donc il y a eu un moment où les gens nous parlaient de Jérusalem et nous demandaient, nous sommes à Jérusalem et nous avons le droit de nous battre pour notre droit d'être à Jérusalem. Maintenant, la lutte pour les habitants de ce camp de réfugiés, c'est qu'ils ont été expulsés des frontières de Jérusalem. Donc ils reconnaissaient qu'ils sont au milieu, ils sont finalement entre ces deux droits. Ils se battent pour leur droit à rester et en même temps, ils ne veulent pas non plus abandonner leur droit au retour. Il faudrait, pour l'école qui réunit ces deux idées, peut être un lieu merveilleux, puisque c'est le rôle de l'architecture de dire que à la fois le camp a une valeur, il y a une beauté dans le camp et les gens ont le droit de rester. Et en même temps, il y a des gens en Cisjordanie actuellement qui essayent de créer une nouvelle narration qui dit qu'on peut défendre ses droits en étant un réfugié fort. On n'a pas besoin d'être pauvre pour revendiquer sa liberté. Pourquoi ne pas revendiquer depuis une position de force? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore peu accepté. Et quand je parle de la manière dont ce travail m'a permis de décoloniser mon esprit, moi, c'était des tournures de pensée qui étaient très fortement ancrées chez moi. Pour moi, l'idée de décoloniser le droit au retour, décoloniser toute l'idée de la création d'une nouvelle narration, pour moi, avant, c'était quelque chose qui me faisait peur et qui m'inquiétait. Alors comment est-ce que je peux vivre en Palestine en créant une pratique pour moi et pour ceux qui m'entourent, au sein de laquelle, même si la situation politique est très, très frustrante, au moins j'ai l'impression de libérer mon esprit. Je pense que c'était une lutte, cette libération de l'esprit pendant les 10 dernières années, tout en vivant dans un moment politique qui était très difficile et très frustrant. Et plus nous arrivons à transférer cette idée dans d'autres endroits comme le Brésil, l'Afrique du Sud, partout, nous pouvons être une force de décolonisation des esprits si nous continuons à croire que nous pouvons y arriver. Et même si chacun le fait dans son petit lieu, à lui, je pense que moi, ce que cette pratique m'apporte, c'est qu'elle me permet de pratiquer la libération de mon esprit. Et ça me donne cet espace là où je n'aurais pas pu le faire sans créer ce projet. Donc, évidemment, c'est un projet aussi très personnel. Wow. Thank you very much, Sandy. Thank you very much, everyone.